San Francisco, ce que j'ai fait, c'est lancer une startup qui s'est complètement vautrée. Donc voilà, et peut-être qu'on pourra en parler aussi. Ça partait du principe qu'une bonne stratégie part d'abord d'une bonne analyse. S'il n'y a pas une bonne analyse, derrière, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Moi, mon avis, c'est que ChatGPT, ça te prend du temps, énormément de temps, avant de vraiment t'en servir de façon efficace. Et ça demande énormément de pratique. Et surtout, au début, ça te fait perdre du temps. Il n'y a rien de plus éphémère que des techniques de growth hacking, quoi. Donc, si on choisit cette stratégie growth hacking, il faut vraiment être le premier quasiment à chaque fois, quoi. Les portraits de l'IA avec Leïla et Benoît. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jérémy Corman pour une session spéciale sur l'IA et le marketing. Salut Benoît. Bonjour Jérémy. Je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît assez bien. Mais pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, peux-tu nous dire qui es-tu et résumer un peu ton parcours? Ok. Salut Leïla. Merci de me recevoir dans ce podcast. Donc je m'appelle Jérémy Corman. Toujours un peu compliqué de se résumer comme ça. Mais si je devais résumer vite fait le parcours, ça fait 13 ans facile, un peu plus même, que j'ai commencé, on va dire, dans le marketing de manière générale. J'ai commencé, on va dire, après donc un bachelier en marketing, je me suis lancé dans une start-up, j'ai rejoint une start-up en tant que salarié pendant 3-4 ans, donc une start-up wallonne du côté de Rochefort, donc c'est pas du tout la Silicon Valley, hein. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on se l'imagine. Et puis après, j'ai rejoint un grand groupe, l'Empiris, racheté ensuite par Total, où là où j'ai fait 3-4 ans aussi. Et puis je me suis lancé. J'ai lancé un premier SaaS qui finalement s'est révélé ne pas être un SaaS par la suite. Et puis après, je me suis lancé comme consultant, coach, notamment pour des ateliers marketing à l'atelier digital de Google à Bruxelles. Voilà, donc des missions de consultance pour des startups principalement, quelques grands groupes pour des projets. Et puis après, je suis parti à San Francisco 1 an et demi. Et puis, j'ai décidé de tout simplement revenir et lancer une agence marketing makers, de ensuite lancer un nouveau projet de start-up qui s'appelle Airplan. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Voilà, et donc je l'ai pas dit, à San Francisco, ce que j'ai fait, c'est lancer une start-up qui s'est complètement vautrée. Donc voilà, et peut-être qu'on pourra en parler aussi. Mais je t'en prie, tu peux déjà nous dire quelques mots? Ouais, en fait, il s'agissait d'une start-up qui s'appelait Gatekeeper. Donc l'objectif, c'était d'automatiser déjà une partie de mon boulot. Donc là, l'idée, c'est que souvent dans mes missions de consultant, justement, on me demandait d'analyser un petit peu les marques et surtout analyser la façon dont elles communiquent sur les réseaux sociaux, le type de contenu qu'elles partagent, le type de contenu, les performances que ça génère. Donc l'idée, c'était d'automatiser tout ça. Et pour ça, on utilisait l'intelligence artificielle à l'époque de Google. Donc on était en 2019 à ce moment-là. On utilisait l'intelligence de Google pour lire dans les images, les vidéos, le texte, et de générer ainsi des rapports automatisés sur les calendriers éditoriaux des différentes marques et de leurs concurrents. Tu parles des Google Analytics, Google Trends, Google Keywords, ce genre d'outils, ou c'est encore quelque chose de différent? Non, c'est pas tout à fait comme Google. C'est pas du référencement. Donc l'idée de cette startup, c'était d'analyser vraiment le contenu partagé par les marques sur Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram. Donc par exemple, on avait à l'époque Proximus, Belfius comme client et en gros, on se connectait aux différentes API des réseaux sociaux pour collecter tout le contenu. Et ensuite, on utilisait l'intelligence de Google pour faire des rapports automatisés sur base d'un modèle qu'on avait créé. Et donc, en gros, ça automatisait le travail d'un social media stratégiste, peut-être qu'on pourrait le définir comme ça. Parce qu'on regarde le contenu, on regarde les performances que ça génère, on compare aussi vis-à-vis de la concurrence et on fait ça sur des milliers de posts. Donc, ça donne des tendances sur les types de contenus et on peut en tirer vraiment des conclusions comme qu'est-ce qu'on publie le mois prochain, la semaine suivante, dans 3 mois. Donc, ça permettait vraiment de générer automatiquement des calendriers sur base de l'historique d'une marque et de ses concurrents. Ça, donc, mais pour que je comprenne bien, donc cette pas prédiction, mais la stratégie que vous alliez appliquer restait une stratégie qui était développée par des humains, entre guillemets. C'était pas aussi, vos algorithmes ne vous permettaient pas de déjà conseiller une stratégie spécifique, ou ça vous donnait des pistes peut-être, mais ça n'allait pas plus loin. Non, c'est vrai que en effet, donc ça a généré la première partie qui était l'analyse.
Et toute bonne stratégie, en fait, ça partait du principe qu'une bonne stratégie part d'abord d'une bonne analyse. S'il n'y a pas une bonne analyse, derrière, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Ça peut marcher, mais nous, on pensait que effectivement, d'abord, c'est regarder ce qui a bien fonctionné pour une marque, son historique, pour pouvoir construire sur ses forces et faiblesses. Donc, c'est une forme de SWOT, d'analyse SWOT pour les réseaux sociaux, quoi. Ok, super, c'est clair, merci. Voilà, donc Je t'en prie, tu peux. On a fait une petite digression, oui, mais je t'en prie, tu peux reprendre avec ta nouvelle activité. Voilà, donc je suis revenu d'SCF, j'ai créé Marketing Makers, qui est en fait une agence, un réseau, je ne sais pas encore très bien comment le qualifier, mais ça part en tout cas d'une vision qui est de dire que chaque marketeur aujourd'hui peut être beaucoup plus autonome qu'il ne l'était avant. Pourquoi ? Parce que justement, on a tous ces outils à disposition qui fait que aujourd'hui un marketeur est aussi un maker parce que il est on va dire propulsé par l'intelligence artificielle, il est aidé et supporté par tous ces outils. Et si le marketeur sait les utiliser, eh bien, il peut vraiment en fait faire beaucoup de choses lui-même. Et donc ça part vraiment de ce côté maker, quoi. C'est dans le nom. J'ai voulu vraiment l'imprimer dans le nom dès le départ. Parce que oui, il y a tous ces outils à notre disposition. Il faut en faire quelque chose. Et ça passe par de la pratique, de la formation et ce genre de choses. Et c'est ce qu'on fait chez Marketing Maker. C'est que on accompagne à la fois les clients, on les conseille sur une stratégie digitale et on va aussi fournir des formations pour former les équipes dans les différents projets sur base d'un objectif clair et concret. Voilà, donc ça mélange à la fois le côté hyper pratique, ça mélange aussi les méthodologies de growth marketing. Donc en gros, on utilise beaucoup les données pour en fait prendre des décisions. Donc c'est toujours souvent les données qui vont en tout cas guider les différents marketeurs. Et donc voilà, ouais, c'est Marketing Makers. Voilà, on est une communauté aussi maintenant de 200 marketeurs francophones principalement. Et voilà, donc on fait notre petite bonhomme de chemin. Et donc en parallèle, depuis 13 ans, il y a aussi le Café Numérique, qui sont des conférences où on rassemble des gens, des technophiles, ou même juste des gens qui s'intéressent à une thématique en particulier, parce qu'à chaque fois on change la thématique, mais on en revient toujours à parler des nouvelles technologies et ou de l'innovation. Donc on invite des experts, ils peuvent être 1, 2, 3, 4. On les rassemble ici maintenant à la Grand Poste. Avant, on faisait ça un peu partout dans la ville. Maintenant, c'est à la Grand Poste à Liège. Et à l'époque aussi, il y avait des cafés numériques un peu partout, en Wallonie, à Bruxelles et à l'international avec Paris, Londres, Kinshasa en Afrique, Bogota, New York. Et aussi même, ça allait même jusqu'au Népal, à Katmandou, en Inde, à Bangalore fantastique. C'est le Silicon Valley de l'Asie finalement, Bangalore. Enfin bref, donc voilà, toujours en parallèle, passionné de tech, et donc j'y trouvais toujours mon compte avec Café Numérique, et j'y trouve aussi mon compte dans les projets que je mène. Mais ça, c'est un petit peu, voilà, mon activité bénévole, le Café Numérique, que je fais depuis toujours, depuis 2010. Donc c'est toi qui as l'initiative du Café Numérique de Liège, si je... Voilà, de Liège, avec un petit groupe d'organisateurs l'équipe a évolué au fil du temps. Mais en effet, oui, ça a démarré avec 3 organisateurs, et puis très vite, d'autres co-organisateurs ont rejoint l'équipe. Je pense notamment à Sam Piroton, Sébastien Lewy, Mélissa Dientete et d'autres. Donc voilà, l'équipe a évolué au fil du temps. Donc en effet, c'est ce que je fais depuis 2010 avec eux, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est peut-être à 200 événements organisés. On a aussi eu des formats podcast à un moment donné, pendant la pandémie notamment. Mais voilà, donc ça c'est... En fait, clairement, l'idée d'un café numérique, c'est de promouvoir l'innovation au plus grand nombre, les technologies et l'innovation au plus grand nombre. Et on pense clairement que c'est le réseau qui va aussi permettre à un écosystème de pouvoir évoluer. Et on a une tagline qui est de dire on se situe entre le bar et la conférence. Donc à la fois on y va pour apprendre, mais on y va aussi pour passer un bon moment et réseauter, quoi. Dans une ambiance hyper décontractée, pas trop formelle. C'est vraiment un mélange de formalité, de décontraction qui nous caractérise assez bien, ouais. Alors je reviens à des questions un peu plus formelles. Oula. On voit que le marketing est certainement le secteur qui a été le plus impacté par l'intelligence artificielle. C'est aussi le secteur où on utilise le plus l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que c'est ce secteur-là qui a été le plus séduit par l'intelligence artificielle ? Est-ce que tu as un avis là-dessus ? Ouais, en fait, ça rejoint aussi la raison, je trouve, pour laquelle moi je me suis dirigé vers le marketing de manière générale. C'est que le marketing est à la croisée de pas mal de chemins. Il est à la croisée à la fois de l'aspect créatif. On va avoir une idée de concept, on va rêver par rapport à une idée de manière générale, une idée de campagne, une idée de produit,
une idée de canal, d'angle d'attaque, de message, d'audience à cibler. Donc il y a vraiment une grosse partie hyper créative. Et puis il y a une partie aussi plus rationnelle, plus analytique, où on va en fait analyser ce qui se passe, des chiffres, des statistiques, et on peut avoir une approche hyper cartésienne du marketing. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on peut toujours y trouver son compte. Donc les personnes qui sont à la fois plus analytiques vont pouvoir uniquement se faire plaisir avec ça, et d'autres qui sont plus créatives vont pouvoir aussi générer plein d'idées. Et l'intelligence artificielle peut aider sur les deux parties grandement, si bien pour l'analyse de données. D'ailleurs, moi j'ai commencé avec ça dans le projet Gatekeeper dont j'ai parlé à San Francisco, mais ça a débouché toujours aussi sur des idées plus créatives. Donc par exemple des idées de campagne. Là, il y a carrément un aspect hyper créatif à développer, et les intelligences génératives, elles sont faites pour ça, quoi. Elles sont faites pour générer de nouvelles idées, des nouvelles bases, des nouvelles directions. Et du coup, je pense que c'est pour ça que le marketing est peut-être l'un des premiers terrains de jeu de l'intelligence artificielle, même si je regardais encore des stats il y a pas très longtemps, où apparemment l'intelligence artificielle générative était peut-être le plus utilisé dans le développement informatique, dans la programmation. Donc voilà, je sais pas à quel point on fait peut-être plus de programmation avec l'intelligence artificielle que on fait de marketing. C'est difficile à mon avis d'avoir des informations et des data par rapport à ça. Mais je suis pas étonné que le marketing, en effet, soit le premier terrain de jeu. Et c'est aussi une audience qui est bien communiquée par des définitions, puisqu'on s'adresse à des marketeurs, eux aussi. Enfin, ce sont des professionnels de la communication. Et donc, ce sont les premiers à en parler versus des développeurs qui l'utilisent, je vais dire des développeurs dans une cave qui l'utilisent sans vouloir stigmatiser trop, et qui n'en parlent pas, quoi, tu vois. Mais ouais, pour moi, la raison, c'est que c'est à la fois créatif, analytique, et du coup, ouais, c'est propice, quoi, comme terrain de jeu. Donc, tu veux dire que l'IA ici te permet vraiment, enfin l'IA générative en l'occurrence, de trouver des nouvelles idées de campagne auxquelles tu aurais peut-être pas pensé, ou de la coupler avec certains événements ou certains insights qui ont été générés par l'IA et qui pourraient fonctionner dans tel ou tel domaine parce que l'IA t'a donné ce genre d'infos. C'est comme ça qu'on doit le percevoir. Enfin, je sais pas si tu as quelques exemples que tu pourrais nous présenter, en fait. Le plus simple pour moi, c'est sans doute de repartir de manière chronologique. Les premières fois où j'ai utilisé l'intelligence artificielle générative, c'est avec un client, une start-up qui était basée aux États-Unis. Donc là, c'était je pense, si je dis pas d'erreur, on était en 2020. ChatGPT n'existait pas encore, mais on utilisait déjà les technologies d'OpenAI. Et à l'époque, il y avait déjà GPT-3. Et donc, en se connectant avec des API, on pouvait générer du contenu texte. Et les premiers réflexes qu'on a eu à ce moment-là, c'est de s'en servir pour générer du contenu et générer plus de trafic via les moteurs de recherche. Et donc, cette startup-là, oui, en effet, ça nous a permis très rapidement, sur base d'intention de mots-clés. Donc, pour ceux qui connaissent pas le référencement, c'est assez simple. Un référencement, c'est en gros être présent sur Google, le mieux classé dans les résultats de recherche. Et l'idée, c'est un petit peu de prendre les données de ces moteurs de recherche, donc les mots-clés qui sont recherchés dans ces moteurs de recherche-là, de repartir de ces mots-clés-là, et à partir de là, créer du contenu. Mais donc à partir d'un mot-clé comme par exemple permis d'urbanisme, pour prendre un exemple qui n'est pas tout à fait lié au hasard, permis d'urbanisme, à partir de là, il y a plein de contenus possibles à créer. Et à la fois, ça part sur des analyses de ce que les gens recherchent, mais aussi des idées créatives pour capter leur attention sur une thématique permis d'urbanisme qui est très formelle, qui n'est pas très engageante de prime abord. Comment est-ce qu'on va créer du contenu à partir de ça? Et donc, l'intelligence artificielle générative va aider à créer plein de thématiques liées à cette intention-là. Et donc, ça, c'était sans doute le premier réflexe que j'ai eu avec l'intelligence générative. On parle de campagne ici sur Google, donc des campagnes SEO, mais ça génère à la fois des idées, et puis ça écrit du contenu. Et donc, oui, déjà à partir de 2020, je me suis dit, l'AI générative, ça peut aller très loin et ça peut vraiment changer pas mal de choses. Ça peut amplifier le travail des marketeurs, quoi. Donc, juste un exemple, j'essaie de contextualiser le truc, donc j'ai bien compris, mais imaginons que je suis commerçant et je fabrique des t-shirts. J'ai mes produits, ça fonctionne plus ou moins, j'ai pas trop de trafic sur mon site web. L'IA générative pourrait par exemple m'aider à, sur base, comme tu l'as dit, des tendances clés que tu aurais identifiées sur certains outils, de générer du texte que je peux mettre par exemple dans mes descriptions de produits pour favoriser le trafic vers ton site et donc générer plus de ventes, par exemple. Ça, c'est un
use case classique. C'est comme ça que je dois le comprendre, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc, en effet, tu peux enrichir les fiches produits de façon à ce qu'elles soient plus pertinentes aux yeux de Google et donc générer plus de trafic sur ces fiches produits-là. Tu peux aussi penser à des choses beaucoup plus larges, comme par exemple générer du contenu autour de la thématique t-shirt de manière très globale, en disant bah voilà les 5 meilleurs t-shirts pour les startups basées en Belgique. Je sais pas du tout si c'est pertinent dans ce cas-ci, mais ça peut être des thématiques aussi plus globales et générer un tas d'idées à partir de là. Ok, et imaginons que ces outils maintenant, ils sont dans les mains de tous les marketeurs. Alors certains n'utilisent probablement pas encore à son plein potentiel, mais si tout le monde applique les mêmes recettes, est-ce que tu crois pas qu'à un moment on va arriver à une situation où en fait on va se retrouver comme avant finalement. Tout le monde va faire pareil, donc on va générer du trafic et puis on va atteindre un certain seuil et puis il faudra trouver quelque chose d'autre pour pouvoir se différencier. Est-ce que ça, c'est des situations que tu remarques déjà aujourd'hui ou on n'y est pas encore du tout en fait? On est vraiment au balbutiement de la Gen AI et encore beaucoup à faire pour pouvoir l'exploiter pleinement. C'est des situations qui se répètent dans le marketing. C'est constamment, dès qu'il y a quelque chose de nouveau et qui fonctionne, les marketeurs vont être les premiers à les presser comme des citrons jusqu'à ce qu'il reste plus d'une seule goutte. Et puis qu'il y a plus de citron, on jette le citron, quoi. Ça, c'est les marketeurs, ils sont super bons là-dessus. C'est vraiment, dès que ça fonctionne, ils s'y jettent tous. Maintenant, c'est toujours la question de est-ce que je prends le risque d'être dans les premiers à tester quelque chose qui peut-être ne va pas fonctionner? Et du coup, on se regarde un petit peu et on se dit vas-y toi d'abord. Et puis, mais en général, ouais, dès que ça fonctionne, on s'y jette à fond. Et en effet, c'est toujours un petit peu une question de concurrence, quoi. Donc, c'est toujours comme ça dans le marketing, c'est-à-dire est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les gens? Bah, en fait, elle va pas remplacer techniquement les gens à proprement parler. C'est juste que les gens qui vont l'utiliser vont être meilleurs sans doute que les gens qui ne l'utilisent pas. Et du coup, bah, c'est juste une question est-ce que tu l'utilises ou pas? Est-ce que tu l'utilises mieux que ton concurrent, quoi? On va être équipé de manière équivalente. Et voilà. Et je pense qu'il y aura toujours un terrain de jeu pour ceux qui ne l'utilisent pas parce que ils auront trouvé une façon de faire qui les différencie. Et il y aura aussi sans doute de la place pour eux, mais je veux dire de manière globale, l'intelligence artificielle générative permet de faire des choses exceptionnelles. Donc, pour en revenir justement à cette start-up en question, pour vous donner une idée, en 2020, en un an, on a réussi à générer de 0 à 1 million de visiteurs de manière organique par mois. Mais alors, il y avait une équipe de 20 personnes, de copywriters de 20 personnes, mais leur job était automatisé à 90%. Et c'est vrai qu'on était dans les premiers à exploiter GPT-3. Aujourd'hui, si on devait répliquer la même chose, je garantis pas qu'on arriverait à des résultats aussi significatifs. Mais voilà, c'est toujours une question risque-reward, quoi. Est-ce que je suis prêt à prendre le risque pour avoir une récompense plus haute ou est-ce que j'attends en effet qu'il y ait plus de concurrence qui éprouve un petit peu l'outil ou pas? Donc ouais, c'est ça un petit peu la question. Ok, super. Une belle expérience en tout cas et t'as bien dû t'amuser à tester ces nouveaux outils à l'époque quand c'était pas encore très connu finalement. C'était vraiment les balbutiements ou en tout cas c'était pas dans les mains du grand public comme c'est le cas maintenant. Ouais, c'était peut-être la techno était peut-être connue, mais en tout cas OpenAI GPT-3 n'était pas aussi popularisé à cette époque-là et c'est vrai que c'était clairement, c'est clairement les meilleurs pour générer du texte quoi, qualitatif. Donc ouais, c'est toujours une balance entre trouver la bonne technologie et savoir se l'approprier mieux que les autres et trouver aussi son terrain de jeu, à savoir son marché, son audience. Donc c'est une combinaison de beaucoup de choses au final. C'est ce qui rend à la fois le marketing hyper propice et à la fois intéressant. Voilà, c'est ouais. Cool. Alors, est-ce que tu as rencontré des gens dans le marketing qui étaient réfractaires à cette générative AI? Pourquoi ils seraient réfractaires à ça? Et quels conseils donc j'ai bien compris que tu étais plutôt pro générative AI, mais quels conseils donnerais-tu à ceux qui ne souhaitent pas utiliser ce type d'outils, si tu en connais? J'en connais pas personnellement, sans doute parce que je m'entoure de gens qui me ressemblent un peu sans soit conscience, soit de manière inconsciente, mais clairement, sur mon chemin, j'ai toujours rencontré des gens qui étaient réfractaires par rapport à certaines technologies. Par exemple, j'ai déjà fait des campagnes de promotion café numérique qui parlaient d'intelligence artificielle. Je pense à une thématique où on parlait, je pense, de copywriting, justement où j'ai ciblé que des copywriters sur LinkedIn. Donc, j'ai automatisé des campagnes
où j'envoyais des messages à tous les copywriters de Liège et des alentours. Et j'ai eu des messages très clairement qui me disaient c'est n'importe quoi, c'est honteux, jamais j'utiliserai l'intelligence artificielle pour travailler. Et moi, je ne me battais pas avec ces personnes-là, ils ont chacun à son avis. Et en gros, bonne journée, mais j'en restais là. Mais ce que je veux dire, c'est, je pense qu'il y a une certaine pudeur, je sais pas si on peut dire pudeur, ou peut-être une honte d'utiliser l'intelligence artificielle. Ça, je sais pas, je pense que chez certains, ça doit désacraliser un peu le métier, ou remettre en cause peut-être leurs compétences. Je sais pas. En tout cas, je sais que il y en a qui sont contre, peut-être par idéologie. Il y en a qui sont contre ou qui prétendent ne pas l'utiliser, parce qu'en fait, ils l'utilisent, ils veulent pas qu'on le sache, alors qu'en fait, il y a pas de honte à utiliser un outil. C'est juste que peut-être que celui-là est plus impressionnant que les autres, mais il y a pas de honte à utiliser un outil. Enfin, je veux dire, si ça te permet à travailler mieux et plus vite, il y a pas de honte avec ça. Et après, je me rappelle avoir fait un sondage sur LinkedIn où j'ai interrogé mon réseau sur qui utilise la version gratuite de ChatGPT, la version payante, et qui n'utilise pas ChatGPT. Je me rappelle qu'il y avait 15% des gens qui n'utilisaient pas du tout ChatGPT, un peu plus de 50% qui utilisaient la version gratuite et le reste utilisait la version payante. Et là, on était mi-juin. Donc ça a sans doute un peu évolué. C'est une adoption qui est quand même phénoménale, hein, ouais, ça c'est clair. Moi, je pense qu'il y a une troisième catégorie aussi, c'est les gens qui sont pas spécialement contre ni pour, c'est juste qu'ils ne savent pas comment commencer en fait. Donc c'est un outil, oui, mais qu'est-ce qu'on peut lui demander? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Comment est-ce qu'on l'utilise à bon escient? Bon, après, il faut l'utiliser, je pense. Moi, j'utilise tous les jours. Tu découvres encore tous les jours des bonnes manières de l'interroger, ce qu'il peut faire sur toi. Enfin, il y a plein de ressources aussi disponibles, notamment sur YouTube, etc. Mais si tu devais donner quelques conseils à des marketeurs qui ne l'ont pas encore utilisé ou qui se posent des questions, est-ce que je dois le faire ou pas? Ils peuvent commencer par quoi? Des petits trucs simples qui pourraient facilement leur faire prendre confiance, en fait, dans cet outil et dans ses bienfaits. En fait, c'est hyper contre-intuitif. Je m'explique. En fait, quand tu utilises ChatGPT pour la première fois, t'es juste bluffé en général. Tu te dis, waouh, il m'en reste plus rien à faire. Et c'est la première impression. Quand tu commences à lire vraiment le texte, dans son contexte, dans l'objectif que tu cherches à atteindre, tu dis, oui, non, en fait, il faut que j'améliore ceci, le titre. C'est pas exactement les mots qu'on utilise. Tiens, il a oublié de parler d'autre chose dans cet article. Voilà, je prends à chaque fois l'exemple de l'article, mais on pourrait parler d'autres exemples. Mais il y a cette première impression qui est en mode, waouh, c'est incroyable. Et j'ai l'impression que beaucoup de marketeurs s'arrêtent à ça et ensuite font la promotion de ChatGPT en mode ça va révolutionner votre métier, etc. Vous allez pouvoir gagner de l'argent très facilement en ne levant pas le petit doigt. Et c'est souvent ce message-là. Et je trouve que ce message-là, il fait énormément de tort à tout le monde, en fait, dans le sens où moi, mon avis, c'est que ChatGPT, ça te prend du temps, énormément de temps, avant de vraiment t'en servir de façon efficace. Et ça demande énormément de pratique. Et surtout, au début, ça te fait perdre du temps. Parce que tu dois apprendre à l'utiliser, à lui donner les bonnes instructions, le bon feedback. Et tu dois bien te connaître toi, connaître ton métier, pour pouvoir, en fait, être capable d'anticiper un petit peu ce que tu dois lui demander à l'avance pour que ça te fasse gagner du temps. Parce que si tu l'utilises pas bien, vaut mieux que tu l'utilises pas du tout. Et donc, c'est ça qui fait que là, potentiellement, il y a des gens qui vont être dans une phase de désillusion où ils le sont déjà, ils l'ont peut-être déjà vécu, ils se disent, c'est bon, c'est un phénomène de mode, ou on n'y croit plus, bref, mais c'est là qu'il y a malheureusement beaucoup de bruit autour de... En fait, il faut pas tomber dans le piège du message ChatGPT, c'est ce qui va, en un claquement de doigts, révolutionner tout. Oui, il y a un effet hyper impressionnant la première fois que tu l'utilises, mais la vraie question, c'est comment tu l'intègres dans ton quotidien. Et ça, c'est un petit peu tous les jours, différentes techniques, différents angles, beaucoup d'expérimentation. Et donc, c'est d'abord les esprits curieux qui, pour moi, vont vraiment l'adopter, quoi. Et quand j'entends tes expériences et ce que tu nous racontes, et en fait, tu le mentionnes en l'intégrer dans ton quotidien, moi, je vois ça, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Ok, c'est un outil que tu peux interroger, mais en fait, là où il prend toute sa force, c'est aussi quand tu l'intègres dans un flux de travail et que c'est finalement une étape de ton flux et le flux est automatisé. Et si tu arrives à bien définir cette étape et ressortir les bons résultats au bon moment quand tu le veux et que tu arrives à automatiser cette chaîne, là, je pense que ça prend tout son sens. Alors évidemment, construire ce flux, ça prend du temps, hein, il faut chipoter, il faut tester, mais je pense que là, tu peux vraiment délivrer une plus-value très intéressante.
Est-ce que ça, c'est des choses que tu fais? J'imagine que oui, parce que tu nous as donné des exemples, mais cette automatisation, est-ce qu'elle est facile aussi? Enfin, est-ce qu'il y a des outils, en fait, qui permettent de le faire facilement? J'en connais quelques-uns, mais lesquels est-ce que tu utilises potentiellement pour créer ces flux et ces workflows? En fait, une question d'outils, c'est d'abord une question de mindset, dans le sens où moi en premier, mais surtout aussi beaucoup de gens en Europe de manière générale, on n'a pas du tout d'esprit industriel. On est des artisans en général. Et du coup, on est très mauvais à réfléchir comment est-ce qu'on peut automatiser, industrialiser des process. Et c'est là où, justement, quand je parlais de la startup que j'ai accompagnée pendant 1 an, où là, moi, j'ai appris énormément. Donc, en gros, c'était une startup dans le fin fond du Texas qui avait créé une équipe 100% remote, mais avec vraiment un siège donc aux États-Unis et vraiment une ADN très très à l'américaine où on va tout industrialiser à fond. Ce qui a permis justement d'atteindre de 0 à 1 million de visiteurs en très peu de temps, parce que tout était systématiquement industrialisé autour d'une méthodologie qui tenait la route. Et donc, tous les process étaient vraiment... En fait, chaque copywriter était automatisé à 90%, si je devais donner un chiffre. Et ça, c'était vraiment quelque chose que moi... surtout la chose, ce que j'en garde, c'est que on a appris à faire en sorte que l'humain rentrait dans un processus d'utilisation d'outils, intelligence artificielle. Et en fait, c'était pour moi la première barrière, c'est déjà avoir un mindset où vraiment on peut scaler, quoi. C'est pas juste bricoler quelque chose et dire ah tiens, j'ai automatisé ce truc-là et il y a moyen peut-être que ça fasse un use case. Non, en fait, là, c'était vraiment un vrai objectif business avec derrière de l'industrialisation. Mais pour en revenir à ta question, des outils, il y a pas mal d'outils qui existent. Les plus connus, c'est Zapier. Ensuite, il y a évidemment le deuxième qui est Make qui est un peu moins cher et qui est un peu un follower ou un challenger de Zapier. Donc l'un ou l'autre, c'est toujours une bonne utilisation. Donc ouais, c'est le premier auquel je pense dès qu'il faut automatiser quelque chose. Donc Zapier qui permet donc de mettre en interaction deux outils entre eux, de faire passer des informations d'un outil à l'autre, de mettre en place des déclencheurs et de mettre en place des actions sur base de ces déclencheurs. Très clair. Et content de voir que voilà, il y a des cas concrets qu'on peut utiliser. Super. Écoute, la question suivante, je laisse la parole à Leïla. Moi, je vais revenir un petit peu sur l'épisode là du café numérique parce que c'est quand même extraordinaire d'être toujours bénévole comme ça depuis 13 ans à cet événement qui réunit beaucoup de monde et qui réunit aussi pas mal de grands noms. Alors, ma question ici, elle est ça, mais comment fais-tu pour accueillir des grands noms? Dernièrement, j'ai assisté à la conférence de Laurent Alexandre sur l'intelligence artificielle. Comment fais-tu? Quel est ton carnet d'adresses, Jérémy? Le même que tout le monde. On a tous le même carnet d'adresses, en fait. Désolé, c'est peut-être pas hyper engageant comme réponse, mais en fait, tout le monde a le même carnet d'adresses. Aujourd'hui, tout le monde est contactable de la même façon. Email, LinkedIn, un message en privé. Et c'est comme ça que je contacte les gens de manière générale. Donc en fait, tu as fait un flux Zapier. Tous les jours, pendant 3 mois, tu lui as envoyé des messages automatisés. Ouais. À vous. Et par contre, je l'ai très peu automatisé, par contre, ce processus-là. Mais je l'ai systématisé. On va dire que dès qu'on a envie d'inviter quelqu'un, on lui envoie un petit message. Il est plus court qu'est-ce qu'on croit. Je pense que si je comparais les messages que j'envoyais à l'époque, il y a 10 ans, j'envoyais une tartine aux gens et maintenant j'envoie 2 lignes en mode on est café numérique, on a un café numérique à telle date, est-ce que tu veux venir? Ça se limite à ça quasiment. C'est pas un manque de politesse ou quoi que ce soit. Je pense que au contraire, je remarque que les orateurs, les intervenants, plus ils sont connus et plus il leur faut un message court et direct. Et donc ça, c'est toutes les choses qu'on apprend au fur et à mesure. C'est des essais-erreurs. Il y a rien de pire que d'automatiser quelque chose qui fonctionne pas. Et c'est un peu, encore une fois, le message qu'on reçoit trop souvent sur LinkedIn et de collègues marketeurs, de dire allez, il faut que tu automatises, mais attends, est-ce que c'est sûr que ça fonctionne d'abord? Et puis après, tu peux effectivement penser à automatiser. C'est vrai qu'une des premières campagnes qui a fonctionné en mode automatisé pour Café Numérique, c'est pas l'invitation d'intervenants, mais c'est plutôt le recrutement de nouveaux organisateurs. Donc il y a eu une période où on voulait effectivement agrandir la galaxie Café Numérique. Et la façon de l'agrandir, c'est en ayant des organisateurs dans différentes villes. Et là, c'est vrai qu'avant d'automatiser, on a d'abord envoyé des messages manuellement et par dizaines, voire centaines de messages manuels avant de comprendre en fait c'est cette cible-là
qui répond bien parce que on a envoyé tel message de telle façon. Et là, alors, ça vaut la peine d'être automatisé. Et le petit secret de l'époque, c'était, j'avais mis du temps avant de me rendre compte que tous ceux qui me disaient oui, j'ai envie de lancer un café numérique, c'était ceux qui avaient déjà organisé un startup week-end avant. Donc, il suffisait de parser, donc de crawler tous les profils LinkedIn qui avaient fait un startup week-end avant en tant qu'organisateur, et puis de les contacter. Et en effet, on avait un taux, je connais plus les chiffres, mais ils étaient assez exceptionnels. Et du coup, ce qui a donné des cafés numériques un peu partout dans le monde. Donc ouais, voilà. Donc je sais plus où on était du coup. Alors moi, j'ai une petite question un peu plus personnelle pour Benoît et pour moi. C'est là on va lancer ce podcast là auquel tu es invité. Et donc on est un peu néophyte dans le domaine. Et est-ce que tu aurais pas un peu pour nous des conseils? Bah, le truc, c'est que moi, j'ai pas d'expérience vraiment dans le podcast. Alors, on a eu avec Café Numérique un petit passage pendant la pandémie. Non, même avant la pandémie, en fait. On avait lancé un podcast. Faut s'armer de beaucoup de patience, j'ai l'impression, pour lancer un podcast. Mais je pense que il y a beaucoup de liens à faire avec les événements quand même. Donc, je pense que pour un événement ou un podcast, pour que ça fonctionne, il faut bien sélectionner ses intervenants. Donc je sais pas, on verra après si celui-ci était un bon épisode ou pas. Non, mais vraiment, je pense que d'abord on va écouter quelque chose. Par exemple, Laurent Alexandre, juste pour donner un exemple, on a mis l'épisode sur la chaîne YouTube. D'habitude, on a 300 vues sur nos épisodes Café Numérique en ligne. Ça n'a jamais été notre cheval de bataille. Mais par contre, avec Laurent Alexandre, après une semaine, il y avait déjà 2000 vues sur la vidéo, alors que on cherche pas à soigner quoi que ce soit au niveau de la communication sur YouTube. C'est vraiment, on prend le fichier brut et boum, on le met sur YouTube. Et là, directement, on a eu 2000 vues. Donc, je pense que l'intervenant, clairement, joue un rôle. Ensuite, je pense que la thématique en relation avec votre audience est hyper importante. Donc, si votre audience s'intéresse à certaines choses, il faut essayer de mettre le doigt dessus et d'en faire une thématique. Voilà, ça c'est pour moi les deux éléments les plus importants pour faire en sorte qu'un podcast fonctionne, quoi. Après, évidemment, il y a la façon où vous allez l'animer quoi. Ouais, c'est ça. Sûr, ouais. Voilà. Ça, c'est pour moi les deux éléments les plus importants. Après, il y a évidemment des techniques de growth hacking, Je me rappelle de Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself qui racontait que quelque chose qu'il avait fait au début qui avait marché pour lui, c'était d'aller dans tous les Apple Store et d'aller sur les téléphones et de s'inscrire ou d'appuyer sur play sur tous ces podcasts, de les liker, etc. Et du coup, il avait un boost d'engagement à différents endroits d'Apple Store comme ça. Et sachant qu'en fait, quelque part, c'est pas con parce que avec des podcasts, on est un peu tous sur le même pied d'égalité au début. Et un podcast qui a un peu plus d'engagement qu'un autre, un tout petit peu plus d'engagement, il a de suite plus de visibilité. Ouais, c'est sûr. Donc, bon, après, ce qui est sûr, c'est que maintenant, tout le monde va utiliser cette technique de growth hacking. Donc, il va falloir encore trouver autre chose pour pouvoir ressortir davantage parce que il y a rien de plus éphémère que des techniques de growth hacking, quoi. Donc, si on choisit cette stratégie growth hacking, il faut vraiment être le premier quasiment à chaque fois, quoi. Ouais, je pense qu'on va devoir réfléchir à quelques techniques et c'est possible qu'on fasse appel à toi. Et tes bons conseils et tes automatisations via IA et GenAI pour pouvoir peut-être sortir un peu plus du lot. Ouais, je reviens peut-être au café numérique avant. Donc, si j'ai bien compris, il y en a un qui est très actif à Liège. Est-ce qu'il y a d'autres villes en Belgique, en fait, où on en retrouve et qui sont vraiment des vrais lieux de rencontre où il se passe des choses, en fait? Café numérique, depuis la pandémie, il y a plus de chapters de villes qui sont actives, si ce n'est Liège, à ma connaissance. Maintenant, il y en a peut-être dans d'autres parties du monde, comme sur le continent africain, où potentiellement il y en a encore qui s'organisent. C'est vrai que je n'ai plus de contact en direct avec eux, donc potentiellement il y en a encore, mais à ma connaissance, Liège est vraiment à coup sûr hyper actif. The place to be. Ouais. Voilà, exactement. Bon, écoute, peut-être qu'on va pouvoir négocier avec toi un petit passage dans un des prochains cafés numériques. Qui sait? Pourquoi pas? Avec on plaisir. On discutera en off après. Écoute, moi je trouve ça super intéressant. Je sais pas si on avait d'autres questions qu'on souhaitait encore te poser. J'imagine qu'il y en a peut-être encore une ou deux. Ou d'autres choses que tu souhaitais mentionner. En fait, dans les AI génératives, le plus dur, moi ce que je fais, c'est que quand je travaille avec les AI génératives, dès que je trouve un truc un peu intéressant, je l'enregistre et je le publie. Et après, c'est très compliqué pour moi de me rappeler de tout, parce qu'il y a tellement de choses à faire que si on me pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec les AI, c'est super compliqué à répondre. Si je vais me rappeler de certaines choses que j'ai faites, certaines choses que je fais encore aujourd'hui de manière quotidienne, etc. Mais c'est toujours des questions compliquées, donc je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Moi, j'ai quand même encore une question, parce que je pense que c'est vraiment intéressant de voir la part
de ton temps qui est consacré à l'utilisation de ces outils? Donc combien de temps, pourcentage de ton temps est-ce que tu passes à tester des choses, à mettre en place ce genre d'automatisation, à trouver le petit plus qui va te différencier par rapport à la concurrence? Et on parle de quoi? De 2%, 5, 10, 20? Ça dépend évidemment, mais d'une moyenne générale si tu prends... C'est compliqué à dire. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai en moyenne utilisé une demi-journée par semaine pour faire des expérimentations, tester des choses. Plus de la moitié va pas fonctionner du tout. Et puis après, ça va être vraiment essayer d'intégrer l'intelligence artificielle dans le quotidien. Et donc ça, c'est plus difficilement calculable parce que ça intervient vraiment de manière très très fragmentée dans une journée. Mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui prend une grosse place. Donc je dirais, il y a 30% de mon temps qui est sur l'utilisation de l'AI, quoi. Et je pense que ça, c'est le message peut-être à retenir. C'est pour l'instant, il y a des gens qui n'ont pas encore commencé. Donc allez-y et vous allez vite voir les effets positifs que ça peut vous amener dans votre travail au quotidien. C'est surtout après un an d'utilisation qu'on va vraiment se dire, ah ouais, en fait, il y a un an, je faisais ça. C'est comme ça que je bossais, quoi. Si on regarde de manière plus récente par rapport à hier, avant-hier, etc., on va pas voir de différence. Mais après un an d'utilisation, clairement, aujourd'hui, avec ce qui se passe, ce sera complètement différent la façon dont on travaille. En fait, c'est une cumulation de petites choses qui font la différence. Et ChatGPT, c'est la partie visible de l'iceberg. La vraie question, c'est comment est-ce que les outils que vous utilisiez déjà vont intégrer ça. Et je suis persuadé qu'il y a plein de choses qu'on va pas nécessairement se rendre compte, quoi. Ça va être là, derrière il y a l'intelligence artificielle, c'est de la recommandation, mais quelque part on va pas nécessairement s'en rendre compte de manière instantanée. Enfin, si on réfléchit plus loin, on va se rendre compte de l'intelligence artificielle qui est utilisée, mais je veux dire, c'est des petites choses qui vont être ajoutées au quotidien et qui fait que après un an, on va se rendre compte qu'on travaille différemment. On peut revenir en arrière, c'est pas envisageable, quoi. Voilà. Ok. Alors, merci pour tous ces conseils et toutes ces recommandations concernant l'intelligence artificielle en marketing. Alors moi, j'ai quand même une dernière petite question qui me taraude là depuis des semaines. La question qui tue, est-ce que je dois vraiment faire un selfie dans mes posts LinkedIn pour qu'il marche? Oui. La réponse est oui. Alors, éventuellement, le régénérer après avec de l'intelligence artificielle ou demander des choses. Non, mais clairement, le selfie, c'est important. Donc, si tu veux, on en prend un maintenant. Merci. Un tout grand merci, Jérémy, pour ce super échange. On va effectivement prendre ce petit selfie et le poster sur les réseaux sociaux. À très vite. Avec plaisir, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille et à vos collègues. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez laisser une évaluation, 5 étoiles, dans votre application de podcast préférée. Ça nous aide vraiment à grandir. Vous avez un projet en IA, des idées que vous souhaitez discuter? Notre société, Delaware, peut vous aider. N'hésitez pas à nous contacter sur portraitIA@delaware.pro, portrait au pluriel, ou sur les réseaux sociaux. C'était Léla Rebout et Benoît Loffet, et on vous dit à très vite.